Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Cyrielle Châtelain, bonjour. Bonjour. Alors à moins de 2 mois des élections européennes, Jordan Bardella fait la course en tête selon les sondages. La liste écologiste de Marie Toussaint, que vous soutenez, flirtant dangereusement avec les 5%. Est-ce à dire que tout est déjà joué, que le RN a le vent en poupe et que l'écologie politique que vous incarnez avec EELV est définitivement rejetée par les Français? Sur quoi en tout cas va se jouer la campagne, vont se jouer les élections sur les thématiques européennes, sur les dossiers franco-français ou sur les enjeux internationaux? Mais justement, pour commencer, les enjeux internationaux et l'actualité internationale. Est-ce que vous saluez ce plan de 61 milliards voté hier par le Congrès américain en faveur de l'Ukraine? Oui, je le salue. On a besoin d'aider les Ukrainiens dans leur combat. Les écologistes soutiennent depuis le début de la guerre en Ukraine les Ukrainiens, leur résistance face à l'armée russe. Et c'est une bonne chose que les États-Unis aient enfin voté ce plan de soutien en discussion depuis maintenant des mois. Alors, autre dossier de politique internationale, le Proche-Orient. Israël a donc répondu à l'attaque sans précédent de l'Iran. L'Iran qui est, selon les services de renseignement occidentaux, au seuil de disposer de l'arme nucléaire. Est-ce que dans ce contexte, le monde peut laisser le régime des Mollahs aller au bout de son projet nucléaire? Non. Hein? Mais globalement, les écologistes sont pour arrêter les armes nucléaires de manière multilatérale. On pense que l'arme nucléaire ne rend pas le monde plus sûr. Et Donc alors, non, le concernant régime l'Iran, des Mollahs ne doit pas l'avoir. ouais. Mais de manière générale, nous devons engager une dénucléarisation de nos armées. Parce que Poutine ne doit pas l'avoir non plus. Et là, avec des milliers et des milliers de missiles pointés notamment sur l'Occident. Est-ce que la stabilité au Moyen-Orient est compatible avec le maintien du régime des Mollahs au pouvoir à Téhéran? Alors, nous, il y a peu de temps, on avait sur les frontons de nos mairies femmes, vie, liberté. Non, c'est un régime qu'on combat, qui est un régime politique extrêmement dur, autoritaire, et nous sommes en soutien de toute la résistance démocratique, du combat des femmes en Iran. Et ce qu'il faut soutenir, c'est ça. C'est un peuple, des femmes qui arrivent à reprendre le pouvoir sur leur vie. Et l'Iran qui est à l'origine du pogrom du 7 octobre, des massacres du 7 octobre, de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Est-ce que l'Iran n'est pas en train de démontrer que ce pays est au centre de l'axe du mal? Alors, je sais que cette question peut choquer. Je reprendrai pas. Aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a l'attaque terroriste du 7 octobre qui a été faite pour déstabiliser une région, pour enrayer un processus de paix qui était en train de naître. Notamment avec l'Arabie Saoudite. Donc, ça a été fait pour déstabiliser et emmener un engrenage. Et là, mon inquiétude, c'est qu'on est en train de voir cet engrenage être mis en œuvre. C'est-à-dire, c'est des ripostes, c'est des attaques. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, on montre un peu plus haut dans l'incertitude. Est-ce qu'on va avoir une guerre généralisée? Et on précise pour nos auditeurs, Cyrielle Châtelain, que vous avez fait partie des responsables politiques d'importance qui ont participé à la soirée organisée à l'Assemblée nationale par Radio J en faveur de la libération des otages. C'était je crois que c'était le 26 octobre. Tout à fait. Voilà. C'était naturel de venir en soutien à ces familles, de venir en soutien à tout un peuple qui a été traumatisé par ces événements. Et donc oui, il y a un enjeu de déstabilisation. Aujourd'hui, il faut arrêter cet engrenage. Il faut arrêter cet engrenage de la guerre. L'autre chose, c'est que ce processus de paix, il se faisait alors que la communauté internationale avait détourné le regard de la situation des Palestiniens. Et là aussi, il n'y aura pas de paix si on n'a pas une reconnaissance du droit des Palestiniens. C'est indispensable à la construction de la paix. Ça veut dire aujourd'hui, pour arrêter l'engrenage vers la guerre généralisée, il faut un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Alors comment envisager justement l'après-guerre de Gaza, puisque ça va s'arrêter à un moment ou à un autre, et l'après-attaque iranienne contre Israël? Est-ce que la paix est encore possible, et à quelles conditions? Moi, je crois que la paix est encore possible. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que l'ensemble des civils en ont besoin. La première des conditions, c'est l'arrêt immédiat des bombardements à Gaza. C'est l'entrée de l'aide humanitaire. On est dans une situation de quasi-famine à Gaza. On a plus de 1 million de personnes aujourd'hui qui sont au stade le plus élevé de la faim, c'est-à-dire des privations extrêmes. On ne peut pas laisser 1 million de personnes mourir de faim. Donc, il faut d'abord cesser les conflits,
faire revenir l'aide humanitaire en termes de denrées alimentaires. Et après, il va falloir reconstruire. Et quand on vous dit le cessez-le-feu interviendra quand le Hamas acceptera de libérer les otages? Moi, je pense que tout le monde doit être à la hauteur aujourd'hui de cette situation. Les otages doivent être libérés sans condition, immédiatement. Et les bombardements doivent cesser immédiatement et sans condition. Mais chacun doit faire sa part, sinon on va aller vers cette escalade de la violence. Aujourd'hui, la situation à Gaza est gravissime. Elle est gravissime. Il faut que ça s'arrête. Et je vous l'ai dit, vous m'avez dit, ça c'est la première chose, c'est qu'il faut aujourd'hui préserver l'ensemble des vies humaines. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller vers la construction, c'est-à-dire qu'il faut la reconnaissance d'un État palestinien dans sa souveraineté et bien sûr garantir la sécurité de l'État israélien. C'est indispensable. Il faut favoriser des élections démocratiques en Palestine. Il faut soutenir un processus démocratique, des forces démocratiques qui permettent à l'État palestinien Donc de sans fonctionner. Donc sans le Hamas. Ça sera le choix des électeurs, mais oui, en tout cas, sans la branche armée du Hamas. Enfin, branche armée, branche politique, c'est les mêmes. Hein. Globalement, moi je pense qu'il y a d'autres forces politiques en Palestine qui doivent être soutenues. Et surtout, il faut garantir un processus démocratique et il faut garantir une égalité des droits. Mais ça vient une fois qu'on a arrêté les conflits, garanti l'accès à la nourriture, à l'eau, qu'on a reconstruit les maisons. Aujourd'hui, tout est détruit, qu'on a reconstruit l'accès aux soins. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de soins, il y a plus... tout est dévasté. Donc, on reconstruit, on garantit l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès à la nourriture et bien sûr à la démocratie. Alors, une guerre d'Israël contre le Hamas avec ses conséquences en France, Cyril Châtelain, c'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée souvent par la gauche de la gauche sous couvert d'antisionisme. C'est ce que d'ailleurs notait Mazarine Pinjot ce matin, la fille de François Mitterrand sur Radio J. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je suis terrorisée par la montée de l'antisémitisme et par la montée des haines de manière générale. On voit bien qu'on est dans une société qui se morcelle. Donc ça, c'est une inquiétude extrêmement forte. Je suis inquiète par le fait qu'on ait une espèce d'empathie sélective. Moi, je refuse cette empathie sélective. J'ai autant d'empathie. Qu'est-ce que vous appelez empathie sélective ? C'est-à-dire la capacité d'avoir une compassion que pour des gens qui nous ressemblent. Moi, j'ai autant de compassion, autant d'empathie, vous l'avez dit, pour les familles des otages, pour le peuple israélien, qu'aujourd'hui pour les Palestiniens et pour l'ensemble des familles qui sont touchées par ce conflit. Je refuse de choisir. Je pense qu'il faut une empathie. Et je voudrais répondre. La première chose, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, vous voyez qu'en Israël, la démocratie existe. Hein. Il y a encore eu des manifestations immenses hier. Contre le gouvernement que je salue. Je salue et on voit ces pas manifestations. Ça dans les territoires palestiniens ou à Gaza. Non, mais à Gaza, ils sont en train de... Enfin, je suis désolée, à Gaza, ils ont été... Oui, non, mais ça s'est jamais vu. 1,7... Mais aujourd'hui, 1,7 million de personnes qui sont déplacées de force. Non, mais ça s'est jamais vu depuis 2005. Hein. Voilà, alors, mais aujourd'hui, et je salue cette opposition démocratique en Israël qui demande l'arrêt des bombardements, qui demande le retour des otages. On a besoin de cette vitalité démocratique dans tous les pays. Mais pour revenir à la situation française, je le condamne et je pense qu'on doit fermement, on avait les écologistes et j'avais soutenu au nom du groupe écologiste Elisabeth Borne, alors Premier ministre, quand elle avait annoncé son combat contre l'antisémitisme, c'est indispensable. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'elle est véhiculée majoritairement mais on va préciser les choses. Non, mais je préfère dire tout de suite, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on va... On a aussi une espèce de cécité sur l'organisation de suprémacistes blancs, de régimes d'extrême droite qui sont aujourd'hui dans nos rues. Mais au passage, Claude Cohen, c'était le maire de Mions, c'est une commune de la métropole de lyonnaise. Donc il est maire de cette commune depuis 10 ans. Il a décidé de démissionner, notamment, il l'a expliqué, notamment sur BFM hier, parce qu'il s'estime victime d'antisémitisme et il dit de la part d'une partie de ses opposants LFI. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors j'ai lu effectivement les 3 raisons qui le poussent à démissionner, et notamment, il dit effectivement les attaques antisémites dont il est victime, dont il est l'objet. J'ai l'impression que c'est même plus globalement, c'est-à-dire que c'est une violence contre les élus qui là en plus s'incarne sur des attaques antisémites. C'est intolérable. On ne peut pas tolérer des attaques antisémites. On le voit, on a de nombreux parlementaires, dont la présidente de l'Assemblée nationale, qui a été victime de manière récurrente de courriers anonymes, d'insultes antisémites. C'est pas acceptable. Et ciblé par LFI, hein. Mais alors, généralement, c'est des attaques anonymes. Vous savez, quand Mélenchon a dit est allé camper à Tel Aviv pour soutenir les massacres de l'armée israélienne.
C'était le choix des mots sur le déplacement de Yael Braun-Pivet à Tel Aviv. Moi, j'ai dit que je n'étais pas en accord. Je pensais qu'en termes diplomatiques, alors même que le gouvernement était en train d'activer la diplomatie française, on ne pouvait pas avoir une double diplomatie. Non, mais là, on parle des termes. Voilà, donc mais il y a la question, il faut revenir. C'est-à-dire que si on parle de ce déplacement-là, moi, je veux le redire, je n'étais pas en accord. Alors, mais je n'utiliserai pas ce terme-là. Voilà, bah oui. Autre question. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, vous allez me dire que je vous pose beaucoup de questions sur eux et sur lui, multiplient depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, les déclarations et les tweets au relent nauséabond. Dernier épisode en date, Cyril Châtelain, bien cette comparaison faite par Jean-Luc Mélenchon, c'était jeudi à Lille, entre le président de l'université de Lille et Adolphe Eichmann, l'organisateur de la solution finale. Le même Mélenchon qui a fait un parallèle entre l'interdiction de sa conférence organisée avec une association qui prône la destruction d'Israël. Donc c'était une conférence qui devait avoir lieu à l'université de Lille, et la rafle du Veldiv. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces comparaisons, cette rhétorique de Mélenchon? Alors, je répondrai sur la rhétorique de Mélenchon, mais je voudrais d'abord revenir quand même sur un contexte qui m'inquiète, dire une sorte de criminalisation, de suspicion sur toute prise de parole politique en solidarité à la Palestine. C'est la condamnation d'un syndicaliste de la CGT à un an de prison avec sursis. Apologie du terrorisme. C'est apologie du terrorisme. Oui, mais qui est derrière cette question d'apologie du terrorisme? C'est la solidarité. Non, mais apologie du terrorisme, c'est pas solidarité, c'est apologie du terrorisme. Oui, mais le mot apologie du terrorisme qui est utilisé contre ce syndicaliste, qui est utilisé contre des étudiants de l'EHESS, qui est utilisé contre des personnalités politiques, elle cible des actions de solidarité avec la Palestine. Moi, ça m'inquiète. Je vous le dis, aujourd'hui, je pense que cela m'inquiète. La deuxième chose, sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, c'était un raccourci contre-productif et terriblement excessif. Un raccourci ou une faute? C'était un raccourci, et il l'a précisé dans sa note de blog qui est parue hier, que beaucoup plus mesuré que la tonalité. Il a dit, on l'a entendu, on l'a vu. Mais justement, il le précise et il explicite. C'est-à-dire comment il utilise le cadre d'analyse d'Hannah Arendt sur la question de la dilution de la responsabilité. Il a mal cité Hannah Arendt. C'est vrai, parce que c'était pas mon livre, les écrits sur la banalité de mal. Les écrits d'Hannah Arendt, c'était 10 ans avant la Shoah. Tout à fait. Mais je veux dire, il a reprécisé, c'est-à-dire la question de la dilution de la responsabilité et de l'amalgame entre légalité et légitimité, et qu'il utilise pour critiquer... Eichmann, président de l'université, Veldiv, et cette interdiction de la conférence, ça vous paraît normal ou pas? Mais moi, je trouve qu'on a, de manière générale, dans le débat politique, des raccourcis historiques qui sont faits, qui sont extrêmement simplificateurs, et parce qu'on est dans un débat extrêmement polarisé. Et moi, je vais vous prendre un exemple. Non, mais attendez, raccourci historique, vous dites raccourci. Mais justement, je vais vous prendre un exemple sur les raccourcis historiques. Quand on entend Mélenchon parler comme ça, on se dit, il y en a d'autres qui ont parlé comme lui avant. C'était Forisson, c'était Dieudonné Soral. Alors, justement, je vous parle de la tonalité politique aujourd'hui, et de ces raccourcis extrêmement simplificateurs qui sont utilisés finalement comme élément rhétorique. Dans un cadre politique où parfois, et ça je le reconnais, on perd le sens des mots et le poids de l'histoire. Et ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Mais je vais en reprendre une autre de comparaison qui, moi, m'a choquée. C'était le 6 février à l'Assemblée nationale. On est à la veille de l'hommage national des victimes, justement, des attaques du 7 octobre, et on a le député Meilleur Habib qui prend la parole sur les questions gouvernement, qui parle de la présence de la France insoumise et qui a ces mots. Qui imagine Bousquet, Papon, Forisson participer à la commémoration annuelle de la rafle du Veldiv? C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. Mais c'est un raccourci historique. Un raccourci historique, parce que je suppose qu'il fait allusion au fait que depuis le 7 octobre, Mélenchon et les dirigeants de la France insoumise... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est perdre le sens de l'histoire que de comparer des parlementaires dans un système démocratique à quelqu'un qui est condamné pour crime contre l'humanité pour avoir organisé la déportation des Juifs? Est-ce que ça, c'est pas non plus un raccourci historique extrêmement Sans doute un raccourci historique, mais c'est mettre le doigt sur le fait que la France insoumise et les dirigeants de LFI, depuis le 7 octobre, multiplient les déclarations au relent antisémite. C'est ça le problème. Mais donc, c'est une comparaison qui, pour vous, ne vous semble pas faire perdre le sens de l'histoire. Moi, ma réponse, c'est de vous dire que globalement, on a aujourd'hui, dans la politique, une perte du sens des mots. Et qu'il faut qu'on retrouve la mesure, la justesse, et qu'on n'a pas besoin d'être excessif
pour faire la une des journaux. On en a besoin. On a besoin d'apaisement, on a besoin de mesures, on a besoin de retrouver, je l'ai dit, un sens commun, une commune humanité. Et ça passe par les mots, et ça passe par la prise de conscience de cette histoire de tous dans le climat politique. Il y a aussi une actuel. question qui se pose, c'est les élections européennes. La France Insoumise a décidé, comme d'ailleurs l'avait fait Dieudonné en 2004 avec sa liste Euro-Palestine, ou Dieudonné Soral en 2009 avec leur liste antisioniste, de faire de la Palestine le thème central de leur campagne européenne. Est-ce que c'est un choix judicieux et avec quel objectif selon vous ? Alors la première chose, c'est que vous ne pouvez pas comparer la liste France Insoumise à la liste de Dieudonné. Dieudonné a été condamné de multiples fois sur des propos antisémites. De multiples fois. Sa liste avait un relent antisémite profond. Hein, mais c'est pas du tout pareil. Non, c'est pas du tout pareil. On a une liste qui est menée par un homme qui est antisémite, qui a été condamné par la justice. De notre côté, on est aujourd'hui dans un contexte international qui effectivement s'impose à nous. Vous avez parlé de l'Ukraine, bien évidemment que nous, en tant qu'écologistes, on fait campagne sur le soutien à l'Ukraine parce qu'on pense que c'est le devoir de l'Europe d'agir. On a la question de Gaza et du conflit israélo-palestinien. Non, mais la Palestine au centre d'une campagne européenne. Mais parce que la question, c'est est-ce que l'Europe... judicieux. Mais la question, c'est... Dans les débats qu'il y a eu après le 7 octobre, mais heureusement, on ne fait pas la même campagne. Nous, les écologistes, nous faisons campagne pour avoir une Europe qui agit pour le climat. C'est notre choix. Quel objectif ? Pourquoi mettre la Palestine au centre ? Il n'y a pas un autre objectif électoraliste quelque part ? Mais la question, c'est... C'est pas pour adresser des clins d'œil à un certain électorat ? La première chose, c'est qu'il y a un débat et un soutien sur la question de la Palestine. C'est un sujet politique dont chacun peut s'emparer. Et la deuxième chose, il y a une question politique. Nous sommes sur des élections européennes. Quel doit être le rôle de l'Europe aujourd'hui dans ce contexte international ? Nous pensons que l'Europe, elle doit avoir une politique étrangère commune. Nous pensons que l'Europe doit avoir une défense commune. Et donc, oui, les questions internationales font partie du débat pour les Européennes, bien évidemment. Mais au centre de la campagne, c'est pour ça que je fais le parallèle avec Dieudonné et Soral et leur liste de 2004. Moi, je dis, je réfute ce parallèle. Et la deuxième chose, si vous écoutez Manon Bry, elle parle aussi de beaucoup d'autres choses. Tous les jours, il n'y a que Gaza, la Palestine, Gaza, la Palestine, Gaza. Avec d'ailleurs, sur cette liste de Manon Bry, la présence de la franco-syrienne d'origine palestinienne Rima Hassan, qui, dans une interview aux médias Crayon, a nié le caractère terroriste du Hamas, comme l'avaient fait un certain nombre de dirigeants de LFI, et du pogrom du 7 octobre, a considéré que le mouvement Hamas, le mouvement islamiste palestinien, menait une action légitime, et elle défend la thèse d'un État de la mer au Jourdain, c'est-à-dire en clair, la destruction d'Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire, Rima Hassan ? Je ne connais pas toutes les interventions mais c'est avéré, Rima. Mais je suis d'accord, mais elle a répondu mais elle a dit ça, après on peut dire « j'ai jamais dit ça », c'est enregistré, c'est diffusé. C'est pas ce qu'elle dit. Est-ce que vous pouvez me laisser justement, elle a été interrogée encore sur France Inter, sur Libération, sur Mediapart, sur ses propos. Il y a deux choses. C'est trop facile de démentir des propos qui ont été tenus. Mais elle les a pas démentis. Il y a deux. Si vous pouviez juste me laisser finir. La première chose, c'est qu'elle le dit sans équivoque. Le 7 octobre était une attaque terroriste. C'est ce qu'elle a dit mais c'est ce qu'elle a dit sur France Inter, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, sur la question effectivement du slogan, elle défend une option politique, qui d'ailleurs n'est pas la mienne, qui est l'idée d'un État binational. Oui, ça veut dire pas d'Israël, pas plus d'Israël. Ça veut dire une égalité des trois entre Israéliens et Palestiniens. Ça veut dire destruction de l'État d'Israël. Ce n'est pas... Là, vous mettez des mots dans sa bouche qui n'ont pas été les siens. Elle parle d'une cohabitation totale entre Israéliens et Palestiniens. Moi, en tant qu'écologiste, parce que je voudrais parler aussi de la position des écologistes sur ce sujet, nous sommes, je l'ai dit, pour deux États. C'est-à-dire un État palestinien souverain, un État israélien souverain et en sécurité. Ça, c'est notre objectif politique à construire. Mais alors justement, des déclarations qui lui valent d'être convoquées par la police suite à une plainte pour apologie du terrorisme. Je pense que c'est qu'on confond tout et qu'on utilise ce terme très large pour être dans une certaine criminalisation de propos en solidarité à la Palestine. Mais si on considère que c'est une apologie du terrorisme. Marine Tondelier, elle a soutenu Rima Hassan en parlant d'intimidation judiciaire qui ne dupe personne. Est-ce que des déclarations faisant l'apologie du terrorisme du Hamas sont conformes à l'idée que vous faites du débat politique, du combat politique, des valeurs de l'Europe et de la France ? J'ai lu les propos pour lesquels elle a été convoquée. Il n'y a pas d'apologie du Hamas dans ces propos. Il n'y en a pas. Il y a effectivement le débat que nous venons d'avoir sur les questions de l'État binational. Il y a tout le reste aussi. Bon, bref.
Non, mais dans la convocation, de ce dont j'ai connaissance, vous imaginez bien que je n'ai pas connaissance de la totalité de la convocation, de ce que j'ai pu lire dans la presse, des tweets, des propos qui étaient reprochés, nous n'étions pas sur une apologie du Hamas, nous étions sur les propos que vous avez notés et la question de l'État binational. Nous sommes sur un débat politique. Le procès en antisémitisme à Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, est-ce qu'il est justifié ? Je suis désolée, mais j'aimerais un peu parler des écologistes. Je sais la question, ce sont mes partenaires. Je fais partie de la NUPES. Est-ce que vous n'avez pas honte de ces partenaires ? Non, je fais partie des unionistes de la NUPES. Je pense qu'on a besoin de construire avec l'ensemble des partis de gauche. On a 4 partis, les socialistes, les communistes, les écologistes et les insoumis. Et oui, je reste profondément convaincue. La NUPES telle qu'elle existait en 2022, force est de constater qu'elle n'existera plus de cette manière-là. Mon objectif est de construire une alternative à gauche dans lequel l'ensemble des électeurs et des électrices de gauche puissent se retrouver. On va parler de laïcité aussi, et puis d'un certain nombre de faits liés à l'islam. J'espère que cette fois-ci, vous me demanderez la position des écologistes. Qui ont marqué l'actualité ces dernières semaines. Plusieurs personnes ont été agressées sous prétexte de ne pas avoir respecté les us et coutumes de l'islam radical. Est-ce qu'on peut parler, comme certains sociologues ou historiens, de djihadisme d'atmosphère ? Pardon, moi je ne parle pas de ces mots-là. Par contre, je suis viscéralement attachée à la laïcité. Et la laïcité, c'est 2 choses. La première chose, c'est la liberté de croyance, de croire ou de ne pas croire. De pas croire, hein. Voilà, de croire ou de ne pas croire, et de croire à sa religion, quelle qu'elle soit. La deuxième chose, c'est l'interdiction d'imposer sa religion à d'autres. C'est extrêmement clair, c'est dans nos textes, et c'est ça la laïcité. Et effectivement, c'est ainsi qu'on doit la mettre en œuvre. Ce qui a conduit d'ailleurs Gabriel Attal à dénoncer cette semaine ce qu'il appelle un entrisme islamiste prenant les préceptes de la charia, notamment dans les écoles. Donc vous êtes d'accord avec lui ? Alors je ne suis pas d'accord avec lui. La première chose que j'ai dit, c'est qu'il faut condamner. Et si on a des personnes qui cherchent à imposer le port du voile ou des pratiques, mais ils doivent être sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés. C'est déjà le cas. En fait, ce que je vous dis, c'est que c'est déjà dans notre conception de la laïcité, c'est-à-dire qu'il est interdit d'imposer sa foi et ses pratiques à d'autres. C'est extrêmement important. Liberté de croire, liberté de ne pas croire et liberté de croire comme on veut. Mais là où j'ai un désaccord avec Gabriel Attal, c'est qu'il a une obsession sur la question des musulmans. Il a une obsession. Est-ce que vous diriez qu'il parle comme le Rassemblement national ? Oui, il parle comme le Rassemblement national. Il reprend ses propositions. Ah, vous dites ça ? On a un gouvernement qui a inscrit dans la loi immigration les propositions du Rassemblement national. On a Gabriel Attal et une conception de l'école. Il parle comme le Rassemblement national, ça veut dire, vous dites qu'il est d'extrême droite, Gabriel Attal ? En tout cas, il reprend leurs mots ou leurs idées. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il est convaincu de ce qu'il dit et jusqu'à quel point il est dans une stratégie où il pense qu'en reprenant les mots du Rassemblement national, il les affaiblit, ce qui est faux. Mais en tout cas, il reprend leurs mots, il reprend leurs idées, il nourrit, pour le coup, un racisme, une islamophobie. Bien sûr, quand on a ce type de propos de la part du Premier ministre, ça nourrit un racisme. Surtout quand ce même Premier ministre. Moi, j'attends la dureté, la fermeté du Premier ministre sur le lycée privé Stanislas, sur lequel on était, pour moi, du fondamentalisme religieux. Où il y a une enquête en cours, d'ailleurs, sur le lycée Stanislas. En fait, où sont l'arrêt des financements immédiats ? On parle quand même d'un lycée dans lequel on remettait en cause le droit à l'avortement, où on avait de la désinformation, où on a, là aussi, on essayait finalement d'imposer une vision du monde nourrie par la foi à des élèves. Où est la fermeté de Gabriel Attal contre les attaques du planning familial ? Donc ça veut dire que Gabriel Attal, c'est le danger absolu ? Non, ça veut dire qu'il faut être ferme avec tout le monde. Mais là, il est ferme, Gabriel Attal. Non, est-ce que vous avez entendu dans ses propos dire il y a globalement dans un radicalisme et un fondamentalisme religieux... il a déjà attaqué l'extrême droite, il a déjà dénoncé. Non, mais là, je vous parle de dénoncer très concrètement et d'agir très concrètement comme un lycée où c'est prouvé qui va contre la liberté et le droit de la femme au nom des croyances. Je voudrais juste dire, vraiment, je pense que cette fermeté, j'attends vraiment une fermeté égale sur les attaques du planning familial, sur ces fondamentalismes religieux catholiques, cette fois-ci, qui nous attaquent. C'est-à-dire qu'il faut être contre tout. Contre tous les fondamentalismes. Ça a été déjà dit par des membres du gouvernement. Non, mais là, je parle de lui et de son intervention qui a été extrêmement ciblée et qui nourrit
aujourd'hui de la part de l'ensemble, en tout cas une grande partie de la communauté musulmane, un malaise, un sentiment d'être traités comme des citoyens de seconde zone, d'être mis à l'index. Et ce n'est pas acceptable. Un Premier ministre, il doit être garant de l'unité de la nation. Là, il continue à fragmenter, à morceler. Ce n'est pas son rôle, surtout en ce moment. On a besoin d'unité. Gabriel Attal, pour vous, il entretient le racisme anti-musulman ? En tout cas, oui, ces mots font qu'il entretient un racisme, oui. Oui, et donc, il fait monter le Front National comme le Rassemblement National. Bien sûr qu'il fait monter le Rassemblement National. C'est pas Mélenchon qui fait monter le Rassemblement National ? Ceux qui, aujourd'hui, reprennent dans leur texte les propositions du Rassemblement National, c'est le gouvernement avec la loi immigration. Ceux qui reprennent leur rhétorique sur l'école, c'est le gouvernement. Oui, ils ont une responsabilité très forte. En plus, ils continuent à accroître les inégalités, qui est un moteur, malheureusement, du Rassemblement national. Par contre, si vous pensez que la gauche doit être meilleure, je vous dis oui. On va parler de la gauche. Non, mais donc, vous me demandez, bien sûr qu'on doit être bien meilleur, parce que aujourd'hui, nous devons être capables, pour 2027, de projeter un espoir, de projeter quelque chose de solide où les gens se disent il y a une autre solution, il y a une alternative, et ça, c'est notre responsabilité. Et oui, aujourd'hui, on n'est pas encore suffisamment à la hauteur. Alors, à en croire les sondages, l'alternative, elle est mal barrée. Dans cette semaine, les élections européennes. Et donc, Jordan Bardella, il fait, selon les sondages, la course en tête. Votre candidate, Marie Toussaint, elle est tout à la fin enfin, elle est largement distancée par Jordan Bardella et les autres listes. D'ailleurs, ces européennes, c'est quoi ? C'est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ou pour ou contre Jean-Luc Mélenchon ? Non. Les européennes, c'est la vision qu'on a pour l'Europe. C'est donc pas pour la Palestine, hein. Non, mais pour l'Europe, avec... Non, mais c'est ça, c'est que doit faire l'Europe en termes de politique internationale ? Que doit faire l'Europe pour le climat ? Est-ce qu'on doit aller vers une Europe sociale ? Dans un moment où on voit une montée... Donc sans parler des enjeux nationaux ? Ou pas ? Mais bien sûr que ça... Alors, la première chose, c'est quelle vision on a de l'Europe ? Parce qu'en fait, l'Europe, après, elle a un impact sur le national. Par exemple, quelle politique agricole commune voulons-nous ? C'est un débat fortement européen. Comment modifier la politique agricole actuelle ? Les écologistes veulent la modifier, le gouvernement ne le souhaite pas. Nous, on pense qu'on doit avoir une politique agricole commune qui permet de réduire les inégalités entre les agriculteurs, qui leur permettent de faire la transition dans leurs pratiques pour mieux faire face au réchauffement climatique et réduire leur impact sur l'environnement. On pense qu'on peut avoir une autre politique agricole commune. C'est un débat profondément européen qu'on doit porter et qui a un impact quotidien sur toute une partie de la population française. Mais le débat, il est bien européen. Que va-t-on voter ? Quelle Europe voulons-nous ? Alors, il est européen, puis il y a aussi, d'ailleurs, dans le cadre de cette Europe, la politique économique, financière et budgétaire, avec en France l'état des finances publiques, la dette, des déficits. Est-ce que, comme le disait François Fillon, il y a 17 ans déjà, la France est un État en faillite. Et comment on fait pour trouver des économies nécessaires pour combler cette dette et pour rembourser cette dette et pour combler ces déficits ? Aujourd'hui, la situation économique de la France, elle est de la très grande responsabilité du président de la République, de son gouvernement et de son ministre de l'économie. Ils nous ont brisé les deux jambes. C'est-à-dire qu'avec dans leur quinquennat, ils nous ont enlevé 50 milliards d'euros de recettes. 50 milliards d'euros de recettes. C'est pour ça qu'après, on court après les économies, il y a eu des crises, sur la santé. Il a fallu aider les Français. Non, là, je vous parle juste des recettes qui ont été enlevées. Ah oui. C'est-à-dire que 50 milliards d'euros... impôts, par exemple. Voilà, mais c'est 50 milliards d'euros de recettes en moins. C'est-à-dire moins 15 milliards sur les impôts de production. Moins 4 milliards sur la suppression de l'ISF. Et ça continue. Donc, il faut c'est-à-dire que les tous les ans, ça veut dire qu'en fait, Emmanuel Macron a fait une politique à destination des plus riches et nous a appauvris collectivement. Et donc, la solution que vous préconisez, c'est quoi ? Il faut une justice fiscale. Il faut qu'effectivement, là où il y a de l'argent, on remette une partie au pot commun. Mais c'est une proposition que font les écologistes, mais pas uniquement. C'est-à-dire que la contribution exceptionnelle des hauts patrimoines, c'est Pisani-Ferry qui la propose, et ça rapporte 5 milliards d'euros par an. Quand vous entendez le président de Michelin qui dit le SMIC, avec ça, on ne vit pas. Oui, il a raison. Il a raison. Bien c'est un sûr président, SMIC, un patron social. Et comment on fait pour aller dans ce sens ? Les écologistes avec l'ensemble de la gauche... C'est Gabriel Attal qui dit « désmigardisation de la société ». Les écologistes et l'ensemble de la gauche ont voté, 1, une augmentation du SMIC, 2, ont défendu une conférence des salaires, parce qu'effectivement, il y a la question de la grille des salaires. Et enfin, il y a la question d'analyser tout ce qu'on va appeler la défiscalisation
la fin des cotisations sociales sur le SMIC. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé des trappes à pauvreté. C'est-à-dire qu'on a enlevé les cotisations sociales et quand on veut faire augmenter les salaires, progressivement, elles reviennent et donc le coût, la marche à faire pour l'employeur est plus importante. Donc l'employeur, des fois, il ne peut pas. Et donc à un moment, il faut repenser, il faut augmenter le SMIC et il faut avoir une conférence sur les salaires et revoir sans doute en partie ces suppressions de cotisations sociales. Un, qui sont des manques à gagner pour notre sécurité sociale et deux, effectivement, sont des trappes à pauvreté pour les salariés. Il y a une proposition du MoDem, d'ailleurs, au sein de la majorité, taxer les superdividendes des grandes entreprises qui réalisent... On avait voté, d'ailleurs, avec l'ensemble de la gauche, la taxation des superdividendes. Bien sûr, on ressoutiendra avec plaisir cette proposition de taxation des superdividendes. Alors, on est un peu loin de l'Europe, mais quand même, dans ce contexte économique et budgétaire, la réforme de l'assurance chômage... Mais on n'est pas si loin de l'Europe. Je voudrais juste revenir parce que la question européenne sur la dette, elle est importante. Parce qu'on a une solidité. Par contre, la dette française reste solide, elle reste fortement couverte. Et la question aujourd'hui, c'est comment on prend ces dettes et on fait des investissements indispensables dans la transition écologique dont on a besoin. Sinon, les coûts de l'inaction climatique seront colossaux et seront difficilement supportables. Avec, à la fin de la semaine, d'ailleurs, le verdict des agences de notation. Tout à fait. Vous en attendez quoi ? Moi, je pense qu'il faut arrêter de calquer notre politique sur les agences de notation. Donc, ça n'a aucune importance ? Non, ça n'a pas aucune importance. Je suis inquiète du fait d'être d'un gouvernement qui est obnubilé par ces notes-là, alors que le rôle d'un gouvernement, c'est d'anticiper. Et donc, aujourd'hui, ça serait d'anticiper les coûts de l'inaction, à la fois humains, environnementaux et économiques, et de dire, je fais mon rôle, j'investis dans la transition. On l'a fait pour le Covid, on l'a fait pour les banques, on doit le faire pour le climat. On doit avoir des investissements colossaux et immédiats qui nous permettront de mieux vivre demain et d'être plus solides économiquement parlant. La réforme de l'assurance chômage. C'est un scandale. C'est une troisième réforme et on fait les poches aux plus pauvres. Et donc... Inacceptable. Il faut aller chercher l'argent, vous l'avez dit, auprès des superdividendes, auprès aujourd'hui des plus riches qui ont majoritairement bénéficié de la politique d'Emmanuel Macron. C'est Stanislas Guerini, le ministre de la fonction publique. Il veut une rémunération au mérite et il veut que le licenciement ne soit plus un tabou pour les fonctionnaires. Ça va dans le bon sens ou pas ? Par rémunération mérite, il va falloir beaucoup plus rémunérer nos profs, nos pompiers, nos policiers, nos infirmières. Les rémunérations mérite, ça veut dire d'arrêter le gel des salaires pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, on a des services publics qui sont tenus à bout de bras par des gens exceptionnels, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leur énergie. Et donc, oui, on a une question de rémunération dans la fonction publique. Et rémunération mérite, pour moi, ça veut dire grosse augmentation. Mais aujourd'hui, il va falloir aller chercher des recettes pour financer ce service public et rémunérer à la hauteur les fonctionnaires. Alors, grosse augmentation, donc il faut trouver de l'argent. Tout à fait. On augmente quels impôts et comment ? Moi, je pense qu'il faut revenir sur les réductions, je vous l'ai dit, des suppressions des impôts de production. Il faut remettre de la contribution exceptionnelle. Il faut revoir un certain nombre de niches fiscales, comme le crédit impôt recherche, qui peut être conditionné, mieux ciblé. Des pistes pour aller rechercher de manière très juste de l'argent ou pour avoir une dépense publique qui fonctionne, qui évite les effets d'aubaine, notamment pour les très grandes entreprises et pour les plus riches, c'est possible. Élection européenne, on y revient. Donc le 9 juin, Jordan Bardella, comme on l'a dit tout à l'heure, fait la course en tête. La campagne européenne de votre candidate, Marie Toussaint, a priori, parce qu'on ne se fie qu'au sondage, ne prend pas. Est-ce à dire d'abord que tout est joué, que le RN a le vent en poupe et que l'écologie politique que vous incarnez avec ELV est définitivement rejetée par les Français? C'est une question provocatrice, tout à fait assumée. Non, mais totalement. Alors non, tout n'est pas joué. La campagne commence seulement et tout sera joué le 9 juin. Et j'invite toutes les personnes qui sont pro-européennes et qui pensent que l'Europe est la bonne échelle pour lutter contre le réchauffement climatique à glisser un bulletin vert dans l'urne. C'est le seul bulletin qui envoie un message très clair. Il nous faut une Europe pour le climat. Et pourquoi ça ne prend pas pour l'instant ? Parce qu'on est dans un contexte... Parce que vous dites on n'a pas tout réussi à gauche. Là, vous n'avez pas réussi grand-chose. Quand on voit le verdict des sondeurs... Oui, non, mais le verdict des sondages n'est pas le verdict des urnes. Et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on n'a pas réussi grand-chose. Je vais prendre un exemple. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écologistes dans les institutions ? Il y a quelques semaines, les écologistes à l'Assemblée nationale ont fait voter 2 textes. La question de l'interdiction des polluants éternels et la question d'un revenu minimal garanti pour les agriculteurs. Ce sont des textes importants. Nous arrivons à obtenir des victoires. Donc oui,
avoir des écologistes, c'est utile. Si vous votez pour des écologistes au niveau européen, c'est la même cohérence. La bataille pour la préservation et la protection de notre eau contre une société détoxique, pour une réforme de la PAC qui permette aux agriculteurs de vivre et de changer leurs pratiques. C'est extrêmement concret et des victoires, on peut en obtenir. Et le Green Deal, c'est une victoire des écologistes que nous avons obtenue parce qu'il y avait 70 eurodéputés écologistes. Si vous voulez le Green Deal, si vous voulez une Europe du climat, vous votez écologiste. D'ailleurs, tiens, écologie. Il y a encore une manifestation contre l'A69 ce week-end. Oui. Vous y êtes opposé en dépit des années de procédures qui ont conduit à l'acceptation de cette autoroute? Nous y sommes opposés parce que c'est un projet anachronique qui n'a plus lieu d'être. C'est un projet qui détruit des arbres, qui détruit des terres non artificialisées pour rien, pour gagner du temps et être dans un coût faramineux, y compris pour les automobilistes. Le coût de prendre cette autoroute, de privatiser, c'est-à-dire que, on détruit des terres naturelles dont on a besoin. 2, on privatise une partie d'une route alors qu'il y a une route nationale juste à côté qui va coûter extrêmement cher aux automobilistes. C'est un contresens environnemental, c'est un contresens social. Nous n'en avons pas besoin, donc nous y sommes opposés et nous continuerons à nous battre, notamment avec Christine Arrighi qui mène aujourd'hui une commission d'enquête sur ce sujet pour comprendre pourquoi on continue à s'obstiner et à s'obséder dans un projet qui ne fait pas sens. Mais il y a la question de la justice et du respect des procédures. Il y a la question de la pertinence politique d'un projet, de la pertinence environnementale d'un projet. Ça, il n'y a pas. Et politiquement, la question qui est menée dans le cadre de la commission d'enquête par Christine Arrighi, c'est pourquoi on s'obstine dans un projet qui ne fait pas de sens, qui justement est ancien et qui ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Et que les élus du coin... Mais pas tous. Non, il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a pas d'unanimité au sein des élus, il n'y a pas d'unanimité au sein de la population. Aujourd'hui, c'est un projet qu'il faut savoir arrêter. Européenne, comment vous expliquez que la progression du RN à ce point? Il y a une progression européenne. Alors 30-32% pour le RN, et puis même Éric Zemmour, la liste de Marion Maréchal aux alentours de 6%. Ça fait quand même un score important pour l'extrême droite. Il y a 3 choses. Il y a une dynamique européenne. D'ailleurs, c'est pour ça que ça nous inquiète. C'est-à-dire que c'est une montée de l'extrême droite de manière générale en Europe, et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les élections. Les élections européennes, c'est pour avoir une majorité claire face à l'extrême droite en Europe. C'est la seule question qu'on doit se poser le 9 juin, c'est pour qui on vote pour nous représenter au niveau européen. Les 2 autres raisons, je vous l'ai dit, on a toute une partie de la classe politique, des républicains, mais également du gouvernement qui reprennent sans cesse les mots, les idées, les propositions du Rassemblement national. Et en fait, quand on accepte leur cadre idéologique, on les renforce. Donc ils contribuent à les renforcer. Et la 3e raison, c'est l'augmentation des inégalités. C'est le sentiment pour toute une partie de la population de se sentir délaissé, déclassé. C'est pourquoi on a besoin de réinvestir dans un service public et de garantir à chaque Français et à chaque Française que oui, il compte, qu'il a la même place et qu'on est en train de lui garantir qu'il aura de la même manière accès aux soins, accès à l'éducation, accès à l'emploi. C'est ce travail-là qu'on doit faire qui est un travail de fond. Et la NUPES, elle a quand même montré ses limites, non? Vous ne trouvez pas? À force est de constater que oui, aujourd'hui, elle a montré des limites. Elle apparaît morte et enterrée. Mais je vous dis, elle n'existera plus comme elle existait en 2022. Par contre, il est de notre responsabilité de travailler à une union de la gauche, des écologistes, pour avoir un projet pour la France à présenter en 2027. Et ça veut dire que quelle gauche d'ailleurs après les européennes alors? Quelle gauche? Moi, je pense qu'après les européennes, il faut parler avec toute la gauche. Et ça veut dire qu'il faut apprendre de nos erreurs. Quand on n'est pas d'accord sur un sujet, on ne le met pas sous le tapis, on le travaille, on pose les choses, on voit si on arrive à faire des compromis, notamment sur l'international. Nous avons des différences importantes. Parce que depuis le 7 octobre, ça ne va pas entre vous. Non, mais notamment, par exemple, vous citiez l'Ukraine. On a des différences sur la question de l'Ukraine. On doit pouvoir les poser, pouvoir dire quelle est notre solution. On parlait de la question internationale aussi. L'OTAN, quelle est notre position par rapport à l'OTAN? Ça, c'est un travail qu'on doit faire. Comment on peut gouverner ensemble si au niveau international, on n'est pas d'accord? Alors, ça a déjà été fait à d'autres reprises. Et justement, la question, c'est comment on travaille à des compromis et à tracer des solutions. Vous prenez l'exemple de l'OTAN. On est pour Poutine ou contre Poutine? Non, mais attendez, mais on est contre Poutine. Moi, je suis écologiste, on est contre... Non, on est contre... Pas forcément. Non, la gauche est contre Poutine. Non, mais... Et moi, je suis écologiste, c'est très simple. Depuis février 2022, on est en soutien aux Ukrainiens. Nous continuons à l'être. Nous avons voté favorablement à l'accord France-Ukraine. Nous devons continuer à l'être. Mais par exemple, comment on fait pour gouverner? C'est un exemple très concret. La France doit-il rester dans l'OTAN? Si on gouverne, on doit pouvoir répondre. Votre réponse? Eh bien,
pour nous, oui, on doit rester dans l'OTAN avec un rééquilibrage de l'accord transatlantique. On a travaillé avec les Insoumis. On n'était pas d'accord. Et dans le cadre de la loi de programmation militaire, on a travaillé sur ce sujet. On a trouvé, pour moi, un amendement qu'on a écrit ensemble et avec nos partenaires de gauche qui est intéressant. Qui dit là où on est d'accord, c'est que c'est à l'Assemblée nationale de choisir et au Parlement. Ça veut dire qu'il faut que tous les 5 ans, le Parlement vote sur si on reste ou pas. Et si on reste, ça veut dire qu'on accepte la capacité de rester, ce que moi je trouve intéressant. Eh bien, on doit définir notre feuille de route et ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de présidentiel, c'est un régime parlementaire. Exactement, c'est un régime parlementaire. Et la deuxième chose, la Ve République, c'est un régime présidentiel. Alors, la Ve République, elle est ce régime étonnant qui est à la fois très présidentiel et qui est en train de s'hyper-présidentialiser. Oui, mais je pense, typiquement, c'est un régime à la fois très présidentiel, mais qui a aussi un Parlement. Nous sommes écologistes, on est pour renforcer le rôle du Parlement, et je trouve que le quinquennat d'Emmanuel Macron est la preuve que ce système hyper-présidentiel arrive à bout de souffle. Parce qu'en fait, on a un homme qui gouverne tout seul, et en fait, quand on gouverne tout seul, on fait des mauvais choix. Et la deuxième chose sur l'OTAN, je vous le redis, si on veut rééquilibrer ce partenariat transatlantique, il faut une feuille de route claire qui soit soutenue de manière large par l'ensemble de la représentation nationale. Une nouvelle gauche, une nouvelle NUPES. Jean-Luc Mélenchon, il veut être candidat en 2027, il peut être votre candidat unique. Alors, la première chose, sur comment on construit l'après-européenne à gauche. On travaille, y compris sur les sujets pour lesquels on n'est pas d'accord, et sur les sujets sur lesquels on est... Mélenchon candidat ou pas? Alors, la deuxième chose, je dis, on travaille sur les sujets sur lesquels on est d'accord, on n'est pas d'accord. La deuxième chose, on travaille à la méthode pour désigner notre candidat ou notre candidate. C'est-à-dire que cette désignation, elle doit se faire de manière large, dans un processus qui intègre l'ensemble des composantes de cette union de la gauche. C'est ça. Et pour moi, donc nous devons construire... Ça fait partie des options, une primaire. Donc, en tout cas, Mélenchon vous imposez, vous direz non. Non, mais moi, je pense qu'il nous faut un cadre démocratique pour préparer cette candidature. Et je finis juste, je veux qu'on travaille à une candidature unique de gauche. Et si nous arrivons à faire cette candidature unique de gauche, oui, je voterai pour ce candidat ou cette candidate unique à gauche. Même si c'est Mélenchon, alors. Mais je pense qu'il nous faut un processus démocratique qui désignera le candidat pour tout le monde. Processus démocratique, justement, les Républicains envisagent de déposer une motion de censure à l'automne contre la politique budgétaire du gouvernement. Les écologistes, ils diront banco ou pas? Alors, les Républicains, ils parlent beaucoup de motion de censure, mais pour le moment, on ne la voit pas. Non, mais vous la souhaitez ou pas? Alors, oui, mais là, vous me posez la question de la motion de censure des Républicains. Aujourd'hui, les Républicains, si on n'a pas une motion de censure sur les retraites, c'est parce qu'ils n'ont pas tous osé la voter. Là, ils disent, premièrement. Deuxièmement, ils voulaient faire une motion de censure sur la loi immigration. Elle n'a jamais eu lieu. Donc, à chaque fois, ils montent les muscles. La question, c'est est-ce qu'ils poseront la motion de censure? Je ne sais pas. S'ils le font. Non, par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que le budget est en train de se faire. Et que dans les conditions posées par Éric Ciotti pour cette motion de censure, c'est pas d'augmentation d'impôts. Je vous l'ai dit, moi, je pense qu'il faut que pour les plus riches et les grandes entreprises, on ait une augmentation d'impôts. Parce que vous n'avez pas le même type d'opposition par rapport au gouvernement. Donc, je ne vais pas aider Éric Ciotti à utiliser la motion de censure pour aller négocier avec Bruno Le Maire. Voilà ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas de menacer le gouvernement, c'est de monter les muscles pour aller négocier, voire même soutenir Bruno Le Maire dans son refus de nouveaux impôts. Le budget est en train d'être construit. Aujourd'hui, la demande des écologistes, c'est d'avoir une fiscalité plus juste et de préserver nos services publics. Éducation, santé. Donc, et quand même, si LR dépose une motion de censure, vous la voterez ou pas? Mais je lui dis, moi j'attends de la voir. J'attends de la voir. Aujourd'hui, cette motion de censure est un outil de négociation. Je ne vais pas aider Éric Ciotti à aller négocier contre le budget que je souhaiterais avoir, c'est-à-dire un budget plus juste socialement grâce à la fiscalité. Si la motion de censure est votée, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous êtes prêt pour une dissolution? Les écologistes ont toujours pris leurs responsabilités. Nous avons voté les motions de censure, y compris celles sur les retraites qui auraient pu mener à une dissolution. Nous avons porté et voté la motion de rejet sur la loi immigration. S'il y a dissolution, nous serons prêts. Dernière question. Yael Braun-Pivet souhaite transmettre une proposition de loi transpartisane au Conseil d'État afin d'introduire une dose de proportionnelle aux prochaines législatives. Elle dit 24 à 26%. Est-ce que vous y êtes favorable? Les écologistes ont toujours défendu la proportionnelle. Et nous sommes favorables à avoir ce travail avec l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée qui souhaitent la proportionnelle pour élaborer un projet de loi en faveur de la proportionnelle. Ça peut se faire, ça va se faire? J'espère que ça va le faire. Il faut qu'on ait de la proportionnelle. Après, sur ce projet de loi, il faut qu'on puisse le construire ensemble. Si on veut le voter ensemble, il faut le construire ensemble. J'espère que c'est un travail que nous pourrons mener. En tout cas, merci Thierry Châtelain d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Au revoir.